Bonjour à tous. Donc, nous sommes en train de parler de l'origine de la préhistoire. Nous allons revenir un petit peu en arrière, simplement. Donc, voilà le plan général. Et ici, nous en étions donc au C, c'est-à-dire au temps des fondateurs. Le contexte de cette époque a changé un peu puisque l'empereur Napoléon III encourage plutôt les fouilles archéologiques puisque lui-même se préoccupe de ce qu'on retrouve à Lésia. Et le contexte a changé aussi parce que bien des sociétés savantes se créent à travers le pays, puisqu'on passe d'une cinquantaine au début du siècle à plus de 600 à la fin du siècle. Pour nous, ici, la société académique est la plus ancienne, elle date de 1853, et donc dans ces sociétés savantes comme par exemple l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Toulouse, qui est plus célèbre que la société académique, eh bien, dans ces sociétés savantes, on s'intéresse à l'histoire locale, on s'intéresse, entre autres, à l'archéologie, etc. Et donc, la société académique, comme je vous le disais la dernière fois, a même réalisé un questionnaire archéologique dont on a quelques réponses, pas toutes. Donc, cet ensemble de chercheurs, ce sont des amateurs passionnés, bien sûr, et ils publient donc dans les bulletins de la société, comme ce bulletin de la société académique ici. Par contre, à l'échelle nationale, nous avons donc des gens extrêmement compétents pour l'époque qui s'intéressent à l'archéologie. Ici, vous avez donc 4 phages et ce Jean-Louis Armand Quatrefages de Réau est à la fois docteur en sciences, docteur en médecine, docteur en sciences naturelles et il est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Il parle d'anthropologie et d'ethnologie et il enseigne tout ce qu'on sait sur l'homme préhistorique à l'époque. Le suivant, que j'avais commencé à vous présenter la dernière fois, s'appelle Broca. Alors, Jean-Pierre Broca est professeur de médecine, lui, et en 1861, il trouve le centre de la parole dans le cerveau humain, qu'on va appeler d'ailleurs depuis ère de Broca. Il croit fermement au rapport entre la taille du cerveau et l'intelligence, ce qui suppose donc a priori que l'homme est plus intelligent que la femme. C'est ce qu'on pense à l'époque. Hein. Il crée également la Société d'anthropologie de Paris et il enseigne l'anatomie comparée de l'homme et des primates. Donc, vous voyez qu'à l'échelle nationale, nous avons vraiment des pointures. C'est même le cas de Gabriel Lemortillier. Alors, Gabriel Lemortillier est un ingénieur qui est exilé en Suisse, pour des raisons politiques d'ailleurs. Hein. On n'est pas très loin de la révolution de 1848 qui vient de se passer. Hein. Et il s'est intéressé lors de son exil en Suisse aux lacs suisses dont le niveau a beaucoup baissé à cette époque-là et au bord desquels on a fait des découvertes archéologiques intéressantes, c'est-à-dire des rangées de pieux et de débris de bois, c'est-à-dire on a retrouvé ce qu'on appelle les palaffites, c'est-à-dire les villages lacustres, comme on les appelait à une époque. Hein. Donc il s'est complètement intéressé à ces découvertes-là et il va rentrer en France où il va être chargé
des salles du nouveau musée de Saint-Germain-en-Laye, des salles de préhistoire. Hein. Il crée d'ailleurs une revue préhistorique qui s'appelle, entre autres, Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme. Et il élabore des classifications d'objets préhistoriques. Et donc, il en tirera un ouvrage important, La préhistoire, Antiquité de l'homme. Voilà, pardon. Donc, vers 1870, l'homme préhistorique est conçu au pire comme une sorte de singe, au mieux comme un sauvage, un primitif en tous les cas. Hein. Ses préoccupations ne peuvent avoir été que grossières, utilitaires. Il n'a pu avoir d'autres soucis que ceux de la survie. Voyez. Donc, vous voyez qu'à l'échelle nationale, on a quand même des gens compétents pour l'époque. À l'échelle régionale, nous avons ici, dans le sud-ouest, des gens originaires de la région ou non, qui vont se distinguer. En particulier, vous le voyez ici, vous avez donc Édouard Lartet, un Gersois, qui est mort, qui est né en 1801, qui est mort en 1871. Hein. Il est d'une famille de propriétaires ruraux, mais il est à la fois avocat et propriétaire. Au cours de ses plaidoiries, il a affaire à une personne qu'il défend, et cette personne va lui rapporter, en paiement de ses services, si vous voulez, en 1833, et ce berger, donc, en paiement de ses services, lui donne une dent de mastodonte. Et il va, de ce fait, reconnaître un site donc très important, un site où l'on trouve des fossiles de mammifères et de reptiles, vous voyez, le site de Sansan, dans lequel on va reconnaître 90 genres et espèces de fossiles. En 1836, il découvre la mâchoire du premier grand singe fossile. Donc, il le publie en 1857 et vous allez voir ici une de ses trouvailles, c'est le Pélargonis, c'est-à-dire un oiseau à dents qu'il a découvert donc en 1857. Donc, il fait des fouilles toujours archéologiques à Massa. Il continue ses recherches dans le domaine purement archéologique, alors à Aurignac notamment, hein, et il dénomme chaque niveau qu'il découvre du nom de l'espèce animale dominante. Il parlera par exemple de l'âge de l'ours des cavernes ou de l'âge du renne, par exemple. Hein. Il va aussi associer à l'anglais Christie. Il va donc fouiller un peu plus loin, en Dordogne, par exemple. Hein. Il va fouiller au Moustier, à Logerie Basse, à la grotte de la Madeleine. Et à partir de 1869, il va être professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle. Voilà donc un homme, un régional célèbre. En voilà un autre qui s'appelle Cartaillac. Alors, il n'est pas né dans la région, mais il a été finalement à Toulouse. Il est venu à Toulouse, vous voyez, et en 1860, c'est le neveu de Quatrefages dont on vient de parler, là, et il va commencer par fouiller des dolmens à Aveyron, par exemple, hein, et il va travailler à la Galerie des Cavernes, au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse.
Il travaille d'ailleurs avec l'Artet et De Mortillet pour aménager la section préhistoire de l'exposition universelle de Paris en 1867. Alors, Cartaïa a quelque chose à voir avec notre département, puisque lui-même est venu reconnaître des dolmens, aujourd'hui disparus, dans les environs immédiats de Montserrier, du camp de Montserrier, de l'oppidum de Montserrier, vous voyez. Ces dolmens seront publiés, mais malheureusement, on n'a rien retrouvé, ils ont disparu depuis. En 1869, il dirige donc la revue Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme. 1879, il réfute l'authenticité des peintures d'Altamira qu'on vient de découvrir à cette époque-là. En 1882, à partir de 1882 jusqu'à 1929, il va enseigner l'archéologie préhistorique à la fac des sciences, puis à la fac des lettres de Toulouse. En 1912, il est directeur du musée Saint-Raymond, après l'avoir aménagé. Et à partir de 1902, donc, il reconnaît son erreur à propos d'Altamira. Altamira, c'est cette très très belle grotte ornée espagnole. Vous voyez, donc ici, vous avez des images extraites de sa publication parce que il va publier donc le mea culpa d'un sceptique et revenir sur son opinion à propos d'Altamira. Hein. Et puis, il va publier la grotte avec l'abbé Breuil notamment. Hein. Et donc, voilà quelques extraits ici de cette publication. Alors, ce sont des extraits de publication, mais il faut dire que les couleurs à Altamira sont quand même extraordinaires. Et il n'est pas très étonnant qu'on ait eu du mal à reconnaître donc qu'il s'agissait de gravures ou de peintures préhistoriques. Autre chercheur qui a beaucoup travaillé dans la région, c'est Édouard Piette. Alors, Édouard Piette, il est avocat et juge de paix dans le nord de la France, puis ensuite il a été nommé à Éosse et il dédie son temps libre à la géologie. Il a des problèmes de santé, il fait donc une cure à Luchon en 1871 et il fouille à partir de là, il s'intéresse à l'archéologie et il va s'intéresser aux tertres funéraires qu'on trouve sur la montagne, près de Luchon, et puis à une grotte qui n'est pas très éloignée, c'est la grotte de Gourdan. Il va passer par la grotte des Espélugues à Lourdes, il va passer ensuite à Arudi, il a fait entre autres aussi la fouille de la grotte de l'Ortet chez nous, le Mas d'Asile, et puis la grotte du Pape à Brassempouy. Et également, il va s'intéresser avec sa case au tumuli du plateau de Gers, qu'il va également publier. Donc c'est un homme qui a beaucoup travaillé. Il faut dire qu'à cette époque-là, il ne fouillait pas forcément lui-même, il n'était pas forcément présent non plus, ce qu'on a démontré pour l'Ortet, par exemple. Hein. Il faisait travailler des équipes qu'il payait et évidemment, ces équipes étaient récompensées quand on trouvait de beaux objets. Et c'est donc Piette qui a découvert la Dame à la capuche, célèbre petite figurine en ivoire de 2 ou 3 cm, trouvée à Brassempouy et qui est la première figure féminine sculptée dans de l'ivoire, comme ici. Voilà ici donc un dessin célèbre qui est extrait de l'album Les Tumulus d'Avzac Prat, qu'il a publié avec son compère Sacaz de Luchon.
Et donc, Piet, comme tous les chercheurs, tous les grands chercheurs de cette époque-là en préhistoire, était aussi un collectionneur. Et ces collections, ce qui est très heureux d'ailleurs, il en a fait don à sa mort au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Et voilà ici la salle qui a été aménagée il n'y a pas très longtemps, la très belle salle Piet, donc au Musée des Antiquités nationales, avec une partie de ces collections qui sont exposées. Alors, si on a mis tant de temps à mettre en place cette salle, c'est que dans son testament, il désirait que la salle soit aménagée suivant ses désirs. Donc, Piet, pour nous, c'est quelqu'un de très important. Et il a découvert notamment, à côté de la petite statuette donc, de la Dame à la capuche de Brassenpoul, il a découvert chez nous, par exemple, le petit cheval que l'on a trouvé à la grotte des Espelugues à Lourdes, ou encore une sculpture de saumon sur un bois de cerf trouvé à Lortet. Donc, après lui, son compère Sacaz n'a pas trop poursuivi dans le domaine de la préhistoire, puisque ensuite il s'est intéressé, surtout après un voyage à Rome, il s'est intéressé donc aux inscriptions antiques des Pyrénées qu'il a publiées et qui est toujours un ouvrage de référence. Alors, nous passons maintenant à quelqu'un de beaucoup plus célèbre, c'est l'abbé Breuil, qui est né en 1877 dans la Manche, qui est mort en 1961. C'est celui qu'on a surnommé le pape de la préhistoire. Alors, il est prêtre en 1900, mais il a réussi à se faire décharger de paroisse pour se consacrer à la préhistoire. Alors, il a enseigné d'abord à l'Université catholique de Fribourg, puis ensuite à l'Institut de paléontologie à Paris, et ensuite au Collège de France, ce qui est le summum évidemment, au Collège de France à partir de 1929 jusqu'à 1947. En 1901, il a participé à la découverte de deux grottes ornées majeures. C'est en Dordogne, la grotte des Combarelles et la grotte de Fond-de-Gaume. Avec Cartaillac, il a travaillé donc sur la grotte de Marsoulas en Ariège et Altamira. L'abbé Breuil a également travaillé à la grotte de Gargas. Donc, vous voyez, ça a été une sommité, nous voilà à nouveau ici, notamment dans le domaine des grottes ornées. Et il est le premier préhistorien à visiter la grotte de Lascaux et à la décrire. Il a étudié de nombreux sites ornés en France, en Espagne, en Afrique du Sud. Et il a participé aussi, avec le père Teilhard de Chardin, à la fouille dont on avait parlé, c'est-à-dire aux fouilles qui ont suivi les premières découvertes de l'homme de Pékin. C'est un spécialiste mondial de l'art pariétal. Il a beaucoup étudié les industries préhistoriques, la stratigraphie. Il a surtout découvert et décrit ce niveau qu'on appelle l'Aurignacien à partir des découvertes de l'Arté à Aurignac. Et en Afrique, il a
pris part au développement préhistorique de l'Afrique. Il a eu quelques pratiques peut-être un peu discutables, mais enfin, c'est le grand bonhomme de cette période du 1er 20e siècle et même du début de la deuxième moitié du 20e siècle. Alors, nous arrivons maintenant à deux découvertes majeures qui vont se produire à peu d'intervalle de temps. En Allemagne, en 1856, on va découvrir donc l'homme de Néandertal. Il y avait eu déjà quelques trouvailles qui avaient posé bien des questions en Belgique et à Gibraltar. Alors, le Néandertal, c'est-à-dire une petite vallée entre Düsseldorf et Wuppertal, en Allemagne. En août 1856, donc dans une carrière, on trouve une petite cavité avec des ossements et notamment ce fragment de crâne que vous voyez là, bien caractéristique avec ces sourcils-là très proéminents, enfin l'emplacement des sourcils très proéminents. Donc, au début du siècle suivant, oui, au début du siècle suivant, puisqu'on était au 19e, au début du siècle suivant, on a trouvé donc un crâne beaucoup plus complet à la Chapelle aux Saints. Vous le voyez ici. Alors, la reconstitution, on a tendance à faire de cet homme de Néandertal un homme qui ressemble un peu au singe, par son attitude, déjà, on le montre un peu voûté, debout, mais un peu voûté, par exemple, par ses traits plus ou moins grossiers, etc. Donc, il faudra attendre encore avant de connaître cet homme de Néandertal. Alors ici, vous avez l'outillage utilisé par le Néandertal. Ce sont des choppers, vous voyez, des galets travaillés sur une face. Et ceux-là, ils ont la particularité d'avoir été trouvés à la grotte du Noisetier à Fréchétor, c'est-à-dire dans notre département, où on a fouillé il y a quelques années un campement dans une grotte, donc, un campement de Néandertaliens qui ne vivaient pas là tout le temps, mais qui y passaient peut-être à la saison de la chasse. Hein. Vous voyez, qui y passaient, qui y campaient quelques jours. Voilà ici les sites de ce qu'on appelle les pré-néandertaliens, pardon. Et sur cette carte, vous voyez peut-être ici le plus ancien en France, c'est l'homme de Tautavel, ici. Vous voyez, et vous en avez encore en Espagne, à Tapercua, vous en avez en Italie, vous en avez dans le nord un peu plus, peut-être, en bordure des grands glaciers. Voilà maintenant la carte simplifiée des sites néandertaliens classiques et vous voyez que les sites ont proliféré un peu partout et notamment en Israël ici, où évidemment les archéologues israéliens ont beaucoup travaillé ces dernières années. Et puis, deuxième découverte tout aussi importante que la première, en 1868, dans un petit abri qui s'appelle l'abri Magnon. Donc, gros, ça signifie caverne, abri sous roche, vous voyez. Et donc, à cet abri sous roche de Cro-Magnon, aux Aisies de Taillac, c'est le fils donc d'Édouard Lartet, qui est lui-même archéologue et qui s'appelle donc Louis Lartet, qui a fait cette découverte importante, puisqu'il s'agit de Sapiens sapiens.
donc c'est-à-dire les ancêtres de notre race actuelle. Voilà un crâne donc de Cro-Magnon où il y avait plusieurs sépultures. Hein. Alors, Homo sapiens est arrivé en Europe entre 40 000 et 10 000 avant notre ère. Hein. Et on a trouvé donc 5 squelettes associés à d'autres restes fragmentaires. Cette sépulture est attribuée à l'Aurignacien à l'époque, hein, mais en réalité, on la rattache à un autre niveau qui s'appelle le Gravecien. Donc voilà le crâne de l'homme de Cro-Magnon. Alors par rapport à l'homme de Néandertal, donc vous voyez que le visage est différent. La forme de la tête est ronde, tandis que chez Néandertal, elle est beaucoup plus allongée, si vous voulez. Le front est assez droit. Il est plus incliné chez les Néandertaliens. Et surtout, les orbites, le bourrelet osseux susorbitaire, au-dessus des orbites, là, il est nettement moins prononcé que chez les hommes de Néandertal, mais bon, on y reviendra quand même. Hein. Voilà le crâne de la femme de Cro-Magnon. Voilà des outils qui ont été associés, qui ont été trouvés associés, qui sont évidemment beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus élaborés que les outils qu'on a vus tout à l'heure, trouvés donc à la grotte de Fréchétor. Et ces outils sont conservés au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Hein. Alors ici, c'est une reconstitution avec un Cro-Magnon qui est en train donc de montrer la taille du silex. Alors, nous allons passer à la dernière partie, là, c'est-à-dire la préhistoire s'épanouit avant, après 1914, pardon. Alors, si l'on fait le bilan du temps des fondateurs, on peut dire à cette époque-là que l'Église n'est pas unanime. Dans l'ensemble, elle rejette ces nouvelles orientations de la recherche, ces nouvelles certitudes que l'on a peu à peu. Hein. Par contre, certains prêtres sont préhistoriens. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chapelle aux saints. Eh bien, à la chapelle aux saints, l'homme de Néandertal qui a été trouvé, les trouvailles qui ont été faites, l'ont été par 3 prêtres qui étaient préhistoriens, par exemple. Plusieurs auteurs catholiques essaient de concilier les récits de la Bible avec ce qu'on appelle le transformisme et l'évolutionnisme. D'autres prêtres rappellent la doctrine de Saint-Augustin et il y a eu création simultanée de toutes choses car Dieu n'a pas créé dans le temps, mais il a aussi créé le temps. Donc, c'est aussi cette époque-là, la création de la société préhistorique française, c'est-à-dire une société qui va être le lien entre ces préhistoriens, puisqu'elle a une bibliothèque, on lègue à la société beaucoup de trouvailles, des silex notamment. Hein, on donne à la société des centaines et des milliers de poteries et d'objets en métal. Hein, et il y en a même
qui donnent leur monument mégalithique, dont des dolmens ou des menhirs. Donc la société se trouve à la tête se trouve propriétaire d'une douzaine de monuments mégalithiques. Surtout, elle édite un bulletin important. Elle organise des congrès préhistoriques, voyez. Ensuite, cette période, c'est la grande bataille de l'Aurignacien. Donc, on discute beaucoup de cette période. Donc, je vous rappelle qu'Aurignac a été fouillé par Édouard Lartet. On essaie de discuter sur la réglementation des fouilles, mais rien n'en sort de concret. C'est encore trop tôt. Voyez. Ensuite, c'est l'entrée en scène du mécénat, c'est-à-dire Son Altesse Sérénissime Albert Ier de Monaco a deux passions, la mer et puis les origines de l'homme. Donc, il organise des fouilles de la grotte de Grimaldi, près de chez lui, et il finance les publications de Breuil et Cartaillac sur la grotte d'Altamira, et il fonde à Paris un institut de paléontologie humaine. Donc, c'est le début du mécénat. Et c'est l'époque où on a aussi un autre préhistorien qui s'appelle Deschelette et qui va travailler sur des collections très importantes des fouilles, enfin issues des fouilles, et il va publier plusieurs ouvrages qui sont encore quelquefois utilisés. Donc, passons maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire la préhistoire s'épanouit après 1914. Alors, c'est d'abord un élargissement de cette préhistoire, puisque, je vous le rappelle, il y a donc des fouilles archéologiques en Chine. Je vous ai même dit que l'abbé Breuil et le père Teilhard de Chardin y avaient participé. Vous avez également alors des trouvailles extrêmement importantes en Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, et c'est le premier australopithèque qui est découvert en 1924 par Dart, D-A-R-T, et qui est le premier d'une longue série de trouvailles, puisque la famille des australopithèques n'a cessé donc de s'enrichir depuis. Vous avez l'Amérique qui entre en préhistoire aussi, avec la trouvaille de plusieurs cultures, mais surtout de la culture de Clovis. Clovis est une agglomération du Nouveau-Mexique. Et donc, cette culture Clovis-là a une datation aux alentours de moins 13 500. Et puis, là aussi, ça va être le point de départ de nombreuses fouilles et découvertes, à tel point qu'on va trouver donc des hommes avant cette culture Clovis-là, qui prouve que les Sibériens sont passés donc en Amérique bien avant. Donc, vous voyez, le champ de la préhistoire s'est largement élargi. Alors, voilà, ici, je vous en parlais à l'instant. Donc, voilà ici un des manuels d'archéologie de Deschelette qui est encore utilisé et utilisable. Mais le grand bonhomme de cette époque, c'est André Leroi-Gourhan. Donc, André Leroi-Gourhan, c'est un homme qui a quitté l'école très tôt, donc à 14 ans, et c'est un autodidacte qui habitait Paris, ou qui a habité Paris, du moins un certain temps, assez longtemps pour pouvoir
s'inscrire à différents cours de spécialistes. Mais André Leroi-Gourhan va donc passer plusieurs doctorats, et notamment un doctorat sur le Japon, notamment parce qu'avec sa femme, Arlette Leroi-Gourhan, il va travailler sur les Japonais, enfin des peuplades japonaises anciennes qui se trouvent donc dans l'île d'Hokkaido, l'île du Nord, là, et qu'on appelle les Ainus. Mais il est avant tout ethnologue, mais il va s'intéresser aussi à la préhistoire, et notamment, il va fouiller des grottes, plusieurs grottes, à Arcy-sur-Cure. Voilà, à Arcy-sur-Cure. Et ces grottes seront étudiées avec méthode, bien davantage des méthodes. Ensuite, il aura, parmi d'autres, un chantier important à Princevent, où l'on fouille des couches beaucoup plus récentes, avec des méthodes beaucoup plus scientifiques, bien sûr. Alors, surtout, jusque-là, la méthode du creuser la Montbrave, comme on dit, se faisait avec des ouvriers payés, comme je l'en ai parlé pour Piette, là. Donc, ces ouvriers avaient une fâcheuse tendance à voler des objets ou à essayer de faire des faux, ce qui est le cas dans un site célèbre pour ses faux qui s'appelle Glosel, par exemple. Il y a eu quelques précurseurs comme Marthe et Saint-Just-Pécard. En 1928, il publie un petit livret qui s'appelle Technique de fouille préhistorique, c'est-à-dire qu'il recommande de fouiller eux-mêmes et de surveiller le chantier, même la nuit. Donc, ils avaient l'habitude de camper sur les sites de fouilles. Donc, les fouilleurs sont aussi collectionneurs à cette époque-là, la plupart du moins, et ils ne prennent en compte souvent que les beaux objets susceptibles d'intéresser donc des collections, leurs collections, et ils multiplient les sondages et multiplient les trous. Mais tout va changer après la Seconde Guerre mondiale. La loi de protection de 1941, qui est due à un spécialiste de l'Antiquité romaine qui s'appelle Carcopino, l'État va se mettre à contrôler les fouilles et fouiller peu à peu ne va être possible qu'après autorisation. Et il y aura des circonscriptions administratives, donc avec un directeur qui est une personne bénévole à l'origine, donc il y a peu d'activités, mais enfin, c'est un début. Pour Leroi-Gourhan, donc, les fouilles, il faut donc fouiller avec des techniques et des méthodes différentes de ce qu'on faisait jusque-là. Par exemple, et là vous le voyez bien parce que le sol est plat, il faut fouiller à l'horizontale, couche par couche. Donc, Leroi-Gourhan enseigne également sur le terrain. Il a formé beaucoup d'archéologues à cette époque-là. De 1960 à 1964, par exemple, il a 2 chantiers écoles par an, obligation pour ses étudiants de suivre les fouilles. Donc, à Arcy-sur-Cure, que je viens de vous montrer, là, en grotte, et puis à Princevent, ici. D'ailleurs, Princevent est encore un site école pour les universités parisiennes. À Arcy-sur-Cure, son épouse, Arlette, met au point une méthode pour l'analyse des pollens. C'est le début de la palynologie, donc. Et également, en 1962, il a fouillé un hypogée dans la Marne avec de nouvelles méthodes, c'est-à-dire de mettre
en premier les détails des ensevelissements, la chronologie, le caractère des corps inhumés, l'évolution des dépôts, etc. Donc, vous voyez que c'est un changement très important. Ensuite, nous avons une autre personnalité importante pour l'époque, c'est Peyroney, l'instituteur des Aïzis, qui va devenir donc un archéologue important et qui va donc s'attacher beaucoup à la chronologie des différents sites. Il va fouiller donc beaucoup de grottes du Périgord ou de la Dordogne et donc il va également fonder le musée des antiquités, le musée national de la préhistoire aux Aïzis de Taillac. Il en sera le fondateur, le créateur, le premier conservateur. Et c'est donc un musée qui subsiste de nos jours. Hein. Donc, deux mots pour finir là sur une autre caractéristique donc, des fouilles et des fouilleurs dont je vous parlais. Eh bien, avec un bordelais qui s'appelle Borde, on va prendre l'habitude de faire des statistiques sur les trouvailles d'un site. Par exemple, il va, et c'est nouveau pour l'époque, si vous voulez, les pièces récoltées sont très diverses, elles se multiplient, donc il va calculer les proportions des différentes pièces dans telle ou telle couche, et donc ça va être une nouveauté tout à fait inédite de cette époque-là. Mais pour finir, simplement, la préhistoire va utiliser à partir de ce moment-là des ordinateurs, des datations absolues au 14. Elle va utiliser donc des sciences comme la dendrochronologie, la tracéologie, l'anthracologie, c'est-à-dire l'étude du charbon, la palynologie. Et par conséquent, elle va changer complètement en devenant de plus en plus scientifique. Voilà, je vous remercie.